c'est le moment d'accueillir l'invité de Paris Direct. Que se passe-t-il lorsque vous envoyez un email ou lorsque vous pressez le pouce levé en l'air, le fameux like sur un réseau social? Quelle est la géographie de ces milliards de clics ainsi que leur impact matériel? Quels défis écologiques et géopolitiques charrie-t-il à notre insu? C'est le sujet de ce livre que vous publiez. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour Philomé Robert. Votre livre s'intitule L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Première question, est-ce que liker est dangereux pour la planète? Si je vous like votre profil Facebook ou un profil sur un réseau social, Philomé Robert, si vous en avez un, je ne pense pas qu'un seul like soit en soi dangereux, mais il faut juste se rappeler que nous likons des milliards et des milliards et des milliards de fois et que nous envoyons des emails et que nous envoyons des photos de vacances et que nous regardons des vidéos de chatons et que nous avons besoin de la donnée qui est un peu le nouvel or noir du XXIe siècle parce que la donnée c'est de l'information c'est le pouvoir, c'est de l'argent et donc si on considère l'ensemble de l'impact écologique de toutes ces interactions numériques dont le like n'est qu'un symbole, alors oui effectivement ça a un impact sur la planète, ça a un impact écologique. Et c'est potentiellement dangereux. Dans votre livre, Guillaume Pitron, vous décrivez tout un inframonde, c'est votre mot, qui entoure ce fameux like. Vous dites qu'en utilisant cette technologie, on n'a peut-être pas conscience de faire appel à ce qui est peut-être la plus vaste infrastructure jamais édifiée par l'homme. De quoi parle-t-on? Si je vous like, je suis à 1,50 m de vous, le like ne va pas aller de mon téléphone à votre téléphone. En fait, il va parcourir des milliers de kilomètres et il va emprunter ce que j'appelle un inframonde, j'aime bien ce mot-là. Il va passer par des câbles terrestres, des câbles sous-marins, des antennes. Il va être stocké dans des centres de stockage de données, les data centers. Ces data centers se trouvent sur tous les continents et même sur le cercle arctique, dans le cercle arctique où je me suis rendu. Et c'est une gigantesque infrastructure qui est composée de toutes ces infrastructures que j'ai mentionnées. Et donc, c'est en passe de constituer effectivement ce qui va être bientôt la chose la plus vaste construite par l'espèce humaine. Et on n'en a pas conscience parce que le téléphone portable, il est beau. Il est agréable au toucher, il dégage une espèce d'idée de virginité, de pureté. C'est le bouddhisme zen de Steve Jobs. Steve Jobs était fasciné par le bouddhisme zen, il voulait des téléphones portables aussi beaux que les temples bouddhistes zen japonais. Et on se retrouve avec un bel objet, mais qui du coup n'est pas en mesure de nous faire comprendre combien c'est vachement complexe ce qui se passe derrière un téléphone apparemment simple, et tout ce qui se passe derrière ce qui est beau, en fait, c'est sale. Derrière tout cela, il y a des structures gigantesques, des méga structures de fibres, d'acier, de béton. Cela fait aussi appel à des métaux stratégiques. Le tout dans quel but? De la puissance, de la vitesse et aussi du froid, Guillaume Pitron. Qu'est-ce que le froid vient faire là-dedans? Derrière tout ce que nous faisons, derrière les likes que nous envoyons, il y a de la puissance, de la vitesse et du froid. C'est vraiment la triple recherche de l'industrie. Puissance parce qu'il faut qu'il y ait toujours plus de données qui transitent dans les data centers, à travers les data centers et les câbles sous-marins, parce que nos besoins augmentent. De la vitesse parce que je suis très pressé sur Internet. Je ne veux pas attendre 1 seconde ou 2 secondes de trop pour que la page de mon compte Facebook se télécharge. Donc cette vitesse, elle doit être absolument une garantie du bon fonctionnement du système. Donc il faut que les centres de données ne soient pas trop loin de là où je me trouve. Et puis que si un centre de données tombe en panne, eh bien, il y a immédiatement un autre centre de données qui prenne le relais de façon à assurer ce qu'on appelle une continuité de service. Et puis le froid, parce que les serveurs, ça chauffe. Dans un data center, le serveur, ça chauffe et donc il faut le refroidir. Alors soit on le refroidit avec un système de climatisation qui consomme de l'eau, de l'électricité, soit eh bien, on fait ce qu'a fait par exemple Facebook en 2013, qui a littéralement délocalisé, relocalisé tous nos comptes Facebook et nos amis Facebook dans le cercle arctique sous des mètres de neige, parce que là-bas, il suffit finalement d'ouvrir la porte du data center pour refroidir le data center naturellement. Continuité de service, Guillaume Pitron, parce que selon vous, le soleil ne se couche jamais sur le réseau Internet. Tout cela cause de la pollution digitale. Notre obésité numérique, c'est encore un mot que vous employez dans votre livre, cause de la pollution. Vous dites quelques chiffres en un mot. Si le numérique était un pays, il se classerait au 4e rang des consommateurs d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Une requête effectuée sur Google capte autant de courant qu'une ampoule allumée pendant 1 à 2 minutes. Vous épinglez, Guillaume Pitron, la génération climat, qui est biberonnée à ces objets technologiques, tous ces terminaux que nous utilisons. Pour quelles raisons déjà?
D'abord, je suis admiratif de Greta Thunberg et je suis admiratif de l'engagement écologique de la génération climat. Je pense qu'elle a raison de nous mettre face à notre contradiction environnementale, nous les générations plus âgées, en pointant trop de consommation de viande, des vols en avion qui ne servent peut-être à rien et notre consommation de plastique. Et pour autant, cette génération est aussi celle qui utilise le plus ces outils numériques. Et j'étais très frappé par un chiffre, alors ça vaut pour la France, mais on pourrait peut-être l'étendre à certains pays africains, c'est qu'un jeune de 25 ans en France, il a déjà eu entre ses mains 5 téléphones portables et il en est à son 6e. C'est un chiffre qui me sidère en réalité. Et les jeunes consomment énormément de vidéos en ligne, ils sont accros aux réseaux sociaux. Et finalement, il y a d'un côté une quête et une envie de la part de cette génération climat de faire le bien de la planète d'un point de vue écologique, et d'un autre côté, il y a cette surconsommation de produits numériques avec un impact écologique énorme. Donc est-ce que finalement, d'un côté, la génération climat ne reprend pas ce qu'elle a donné de l'autre main? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? La génération climat sera-t-elle vraiment la génération de la lutte contre le réchauffement climatique? En d'autres termes, Guillaume Pitron, cette génération climat, est-ce qu'elle est schizophrène? Est-ce qu'elle est mal informée? Est-ce qu'elle est hypocrite? D'abord, je pense qu'elle est mal informée. Je pense qu'il y a un manque d'information, on ne sait pas tout ça. Est-ce que nous avions conscience qu'un like, ça génère autant est-ce que ça nécessite autant d'infrastructures? Donc je pense que déjà nous avons un problème de connaissance de cette réalité-là. Nous ne savons pas que le numérique, c'est 10% d'électricité mondiale. Nous savons peu que c'est un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que le secteur civil aérien mondial. Donc je pense qu'il y a un problème d'information. Après, elle est certainement schizophrène, parce que, bon, tout de même, je pense que un jeune a quand même conscience que tout cela n'est pas complètement virtuel, que le virtuel c'est aussi matériel. Hypocrite, j'irai pas jusque-là, je trouve le mot un peu dur pour parler des jeunes d'aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des informations, oui, et peut-être un peu de schizophrénie, je vous l'accorde. Autre question qu'on peut se poser, Guillaume Pitron, c'est toujours autour de cette question de la pollution digitale, les déchets numériques, les déchets électroniques. Et qu'est-ce que vous en dites dans votre texte que vous pourriez partager justement avec nos téléspectateurs? Un téléphone portable, dans l'esprit de son concepteur, Apple par exemple, ou une autre entreprise, Samsung, qui fabrique des téléphones portables, c'est pas fait pour durer. Je le fais de façon un peu simple, mais il y a ce qu'on appelle l'obsolescence. Donc la batterie va être collée au téléphone, et il suffirait de changer la batterie si elle est dysfonctionnelle, mais en fait, comme elle est quelquefois collée au téléphone, on va la changer. On va changer le téléphone entier. Quelquefois, c'est une obsolescence qu'on appelle logicielle. C'est-à-dire que vous avez un vieux téléphone, mais le nouveau logiciel, l'operating system, OS qui est dessus, lui, ne peut plus être mis à jour parce que le téléphone est trop vieux. Donc vous allez jeter votre téléphone qui fonctionne parce qu'il y a une incompatibilité avec le logiciel. Et puis il y a une obsolescence culturelle, parce que cette obsolescence culturelle, c'est-à-dire qu'en fait, votre iPhone 12 fonctionne bien, mais vous allez acheter l'iPhone 13 qui vient de sortir parce que c'est branché. Et ça crée du déchet. Et donc, ça veut dire que c'est les téléphones qui soit sont revendus, alors tant mieux si c'est revendu, soit c'est du déchet. Et ces déchets, ils partent notamment, on le sait, en Chine, ils partent en Afrique. Alors, il y a des jeunes militants européens qui essaient de faire revenir ces vieux téléphones dysfonctionnels des décharges africaines vers l'Europe, dans le sens inverse, pour responsabiliser le consommateur européen. Mais effectivement, c'est aussi un impact écologique pour l'Afrique. Vous dites dans votre livre que cette virtualisation générale du monde n'en est qu'à ses débuts, puisque en 2030, les géants du net auront connecté la totalité de l'humanité au web. Oui. Face à ça, il y a ce que vous appelez, Guillaume Pitron, les frugo-résilients. Qu'est-ce que c'est que cette espèce? En fait, beaucoup de gens que j'ai rencontrés durant ces 2 ans que j'ai passé à enquêter imaginent un Internet plus propre. Ce serait quoi un Internet plus propre? Ce serait quoi un numérique plus vertueux? Certains pensent que ça passe par la technologie, d'autres pensent que ça passe par des restrictions individuelles à notre façon de consommer Internet. C'est assez liberticide. Et puis il y a les frigos résilients qui sont ce qu'on appelle notamment les makers. C'est un phénomène qui a pu naître notamment à Amsterdam. Et en fait, ce sont des gens qui pensent qu'il faut ne pas cesser de réparer sans cesse les produits, de se rassembler dans ce qu'on appelle des Fab Labs. Ce sont des tiers-lieux où on se rassemble dans des usines, des ateliers pour ne cesser de réparer. Et je pense que d'abord l'Afrique peut beaucoup nous inspirer de ce côté-là. Et ça, ce sont les frigos résilients qui agissent à l'échelle locale pour faire durer la vie des produits. Merci beaucoup, Guillaume Pitron. Des gens qui appellent à une forme de sobriété numérique. Merci. Absolument. C'était notre invité, l'enfer numérique, voyage au bout d'un like, Guillaume Pitron. Restez sur Paris Direct.